Suis-moi. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un bleu qui a laissé sa marque dans l'histoire de France. Il a habillé les poilus de la Première Guerre mondiale et a bien souvent été recouvert par la boue des tranchées. Il s'agit du bleu Horizon. Ça ne sera jamais son nom officiel. Bleu Horizon restera toujours le nom populaire, le nom vernaculaire, mais absolument pas le nom officiel. Très marrant. Pour orchestrer cette rencontre, j'ai fait appel à un grand spécialiste de la Première Guerre mondiale, Nicolas Zubac. Nicolas est responsable du pôle Histoire, Collection et Médiation au Mémorial de Verdun, un lieu unique situé au cœur de l'ancien champ de bataille. Et nous sommes devant une vitrine où il y a un uniforme d'un soldat de 14-18. Et alors, on a souvent en tête l'image du poilu dans sa tranchée, mais c'est des images en noir et blanc. Et ce qui frappe quand on voit cet uniforme, c'est qu'il est bleu clair. Et oui, en effet, c'est une notion qui peut peut-être se perdre, mais le soldat français était bleu. Voilà, le bleu horizon, ce nom improbable, d'ailleurs bleu horizon, c'est absolument pas militaire comme terme. Mais voilà la couleur en fait des soldats français à partir du début de l'année 1915, cet uniforme bleu horizon qui sera l'uniforme du poilu. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Avant de parler du bleu horizon, Nicolas me rappelle que les uniformes des soldats français n'avaient pas tout à fait la même tête au début de la Première Guerre mondiale. L'uniforme n'était pas du tout adapté à la guerre moderne au début de la guerre, parce qu'en fait, il y avait un uniforme très voyant. En effet, ils avaient une capote, un manteau long qui était gris de fer bleuté, c'était le nom, c'était un bleu foncé, très foncé, mais avec un pantalon Garance, rouge. Alors c'est surprenant parce que le rouge, il n'y a pas plus couleur éclatante. Si on veut être discret, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors on peut se questionner pourquoi des uniformes aussi voyants au début de la guerre. Tout simplement parce que on a amélioré quelque part l'uniforme qu'on avait au 19e siècle. Il faut pas oublier une chose, c'est qu'au 19e siècle, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de choses comme ça pour pouvoir communiquer. Donc il fallait que les généraux de loin ils puissent reconnaître par les couleurs ou pour les insignes distinctifs. C'est pour ça que les Allemands avaient un casque à pointe. C'est pareil, c'est improbable de faire la guerre un casque à pointe, mais c'est quelque chose pour être reconnu de loin. Histoire de pas tirer sur les copains. Voilà, c'est ça. Mais il est vrai que la guerre arrive alors que les Français étaient en train de repenser complètement leur uniforme. En fait, on est à un mois avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. En juillet 1914, le Parlement avait adopté une loi pour pouvoir changer d'uniforme. Voilà, c'était prévu qu'on abandonne cette couleur très voyante, cette Garance qui était très voyante, pour avoir un uniforme tricolore. Il ne faut pas se tromper. Les soldats n'étaient pas en bleu, blanc, rouge, ce n'étaient pas des cibles ambulantes, voilà, très visibles. C'était qu'on voulait faire un tissu qui mélangeait 3 laines de couleurs différentes. Couleur bleu, blanc, rouge. En fait, c'était ce fameux uniforme tricolore qui a jamais été utilisé, mais qui était prévu juste avant la guerre. En fait, on mettait 60% en fait, de bleu indigo, tu vois, un bleu assez foncé. On mettait 30% de Garance, qui était teinté à l'alizarine de synthèse, et il y avait 10% de blanc. Alors tu trouves le bleu, blanc, rouge en fait. Voilà, c'est symbolique. Mais mélangé en fait dans le même tissu, ça te faisait un uniforme gris, bleu foncé qui tirait vers le violet, et qui lui aurait été vraiment mieux camouflé. Mais voilà, c'était seulement un mois avant l'entrée en guerre, et donc on n'a pas eu le temps de mettre en production cet uniforme-là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti en guerre, en fait, avec un uniforme qu'on savait obsolète par beaucoup d'aspects. Mais comme on pensait que la guerre allait être courte, de toute façon, ça n'a pas posé de problème, et on pensait remporter la victoire assez rapidement. Ça n'a pas été le cas. Ils n'avaient pas un petit surnom avec leurs uniformes rouges au début ? Alors, les Français, si, on les appelle les piou-piou. Les piou-piou. Voilà, les beaux piou-piou. Quand ils sont rentrés en guerre, ils étaient magnifiques. Les gens trouvaient c'était la puissance de l'armée française qui s'exprimait par ses vertus. Les vertus guerrières ressortaient même par les couleurs. Hein. Encore une fois, ce début de guerre avec cet uniforme Garance, c'était les couleurs de la France. En même temps, c'était les couleurs portées par les soldats lors des guerres précédentes. Donc, pour les petits enfants, c'était comme si les soldats étaient sortis les petits soldats étaient sortis des boîtes, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais on est persuadé de sa force. On est persuadé que la guerre va être courte, et donc ça fait partie de cet enthousiasme. On essaie de se rassurer. C'est plus que de l'enthousiasme, c'est de se rassurer. Et de voir ces piou-piou qui partaient à la guerre, ça donnait vraiment aux populations un sentiment de force en tant que tel. Ils ont vite déchanté, les types exposés à l'arrêté de la guerre dès les premiers gros engagements, ont vite déchanté.
Donc, ce qui fait qu'on avait au départ nos stocks d'uniformes, qui étaient avec ce pantalon de Garance, qui est très très voyant. Et donc on a distribué tous les uniformes qu'on avait en réserve. Et puis très vite, il a fallu équiper les nouvelles classes, la classe 1914, les jeunes qui avaient 20 ans en 1914, on leur a attribué cet uniforme-là. Puis il a fallu redonner des uniformes aux soldats qui étaient blessés ou dont les effets avaient été déchirés par la bataille. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à sec. En fin août 1914, on n'a plus d'uniforme, gris de fer bleuté, pantalon Garance. Et donc on s'est dit, ça tombe bien, on va pouvoir adopter ce fameux uniforme tricolore, voilà, donc avec ces 3 laines de couleurs très différentes. Oui, mais voilà, il y avait un problème. C'est qu'on ne pouvait plus avoir de couleur Garance. Parce que c'est paradoxal, mais en fait, l'alizarine qui va être utilisée pour colorer, pour fixer la Garance, elle était fournie par l'Allemagne. En fait, on n'a plus de rouge, quoi. On n'a plus de rouge. On n'a pas d'alizarine de synthèse, parce que c'était l'Allemagne qui fournissait ça avant la guerre. Et donc, de fait, on a dû repenser un uniforme en se coupant complètement du rouge Garance. Donc il a fallu réfléchir très rapidement à trouver un autre uniforme, parce qu'on avait un problème d'uniforme à fournir, et un uniforme qui se veut moins voyant. Donc on va essayer de créer un uniforme en se passant de cette couleur Garance qu'on ne pouvait plus fixer, parce que l'Allemagne, forcément, n'allait pas nous fournir de l'alizarine. Voilà. C'était pas trop l'esprit. C'était pas l'esprit, c'était fini. Et donc comment on arrive à cette nuance de bleu-là ? Le tissu, il a fallu donc, encore une fois, composer avec des mélanges de couleurs pour avoir un uniforme moins voyant, parce que c'était la commande du départ, que c'est un uniforme tricolore, donc qui n'a jamais été mis en service. Donc on avait encore du bleu, on avait du blanc, du bleu foncé, on a eu peur d'en manquer parce que le pigment indigo on n'avait pas forcément en très grande quantité. Donc, il y a eu des essais, c'est pas compliqué. Dès la fin août 1914, on a commencé à réfléchir sur quelle couleur on pouvait adopter. Et puis, c'est au mois de novembre 1914 que le nouveau tissu va être fixé. Un tissu qui va être nommé bleu clair. Ouais, c'est son vrai nom, en fait, le bleu horizon. C'est l'uniforme ou le drap bleu clair. Chaque effet militaire a vraiment un nom réglementaire. Et donc, on a dit, c'est un uniforme, il faut l'appeler uniforme bleu clair. Alors, en tout cas, c'est plus précis, mais c'est vrai que c'est moins poétique. C'est moins poétique. Voilà. C'est son vrai nom, en fait, de cet uniforme bleu horizon. Le vrai nom réglementaire, c'est bleu clair. Alors, comment on l'a obtenu ? Donc, fini la Garance, on n'en a pas. L'indigo, on ne peut pas trop en utiliser. Donc, on va faire un tissu en mélangeant 3 laines différentes. On va avoir une laine qui est composée à 50% de bleu, quand même, une laine bleue. On va la coupler avec 35% de laine blanche et 15% de tissu indigo, donc bleu plus foncé. Et en mélangeant ces 3 tissus, ces 3 laines-là pour faire ce tissu, on va obtenir ce fameux drap bleu clair. Donc en fait, la nuance de bleu, elle est déterminée par 2 facteurs. Le fait qu'il faut effectivement un uniforme un peu plus discret pour des histoires de camouflage et pour des raisons bassement économiques. Voilà, déjà on se coupe d'une matière dont on ne dispose plus, puis c'est des matériaux qui sont rares, donc il faut composer avec les matières dont on dispose. Donc c'est pas une réflexion de longue haleine, il a fallu trouver très rapidement une nouvelle couleur. Et force est de constater qu'on a ce bleu clair qui tire vers le gris aussi. Donc c'était toujours mieux, c'était rapide à produire parce qu'on avait sous la main en fait, ces différents colorants, ce qui nous ont permis donc de mettre en production à partir de novembre 1914 cet uniforme bleu horizon. Nos poilus auraient donc dû être vêtus d'un uniforme gris-violet très foncé, une nuance hautement symbolique puisque composée d'un mélange des 3 couleurs du drapeau français. Mais retirez le rouge, produit en Allemagne, et il ne reste que le bleu et le blanc, ce qui donnera ce bleu gris clair appelé à devenir le bleu horizon. La nuance des nouveaux uniformes doit donc beaucoup à ces contraintes politiques et économiques. Même la proportion restreinte de bleu indigo, environ 15% du mélange, est due au contexte géopolitique puisque ce pigment est lui aussi majoritairement produit en Allemagne. Petit flashback historique. L'indigo de synthèse a été mis au point en Allemagne en 1878. La molécule d'indigotine, responsable de ce bleu profond et unique auquel on a déjà consacré un épisode, est isolée par Adolf von Baeyer, puis synthétisée. Cette teinture a tout pour plaire. Un pouvoir colorant encore plus important que l'indigo naturel, avec un coût de production bien moindre. Au début de la guerre, la France n'a plus la main sur les importations d'indigo de synthèse produits outre-Rhin. Elle parvient cependant à saisir des stocks provenant de la filiale française d'une société allemande, ce qui permet d'utiliser le fameux bleu indigo, en petite quantité, pour produire le drap de laine couleur bleu horizon à partir du milieu de l'année 1915. Mais pourquoi s'accrocher autant à la couleur bleue si elle est si difficile à obtenir ? Il y a une raison symbolique, bien sûr, puisque c'est l'une des 3 couleurs nationales, mais aussi une explication plus prosaïque. Comme le résume l'intendant général Defay en 1921,
Le bleu avait été jugé la seule couleur pouvant être utilement choisie, attendu que toutes les autres nuances avaient été mises en service dans les armées étrangères. En effet, les Britanniques sont en kaki depuis le XIXe siècle et les Allemands, les Italiens et les Russes ont choisi le gris-vert. Il reste donc le bleu, pour le meilleur et pour le pire. À ce moment-là, il n'est toujours pas appelé Bleu Horizon. C'est ça. Alors j'allais y venir. Alors Voilà. pourquoi ce nom de Bleu Horizon justement? Alors, on n'a pas de nom au départ. On parle de nouveaux draps ou draps gris clair. Il n'y a pas de nom, en fait, puisqu'encore une fois, c'est le ministère qui va finir par définir en disant c'est le drap bleu clair, mais ça ne sera pas avant fin novembre 1914. Donc, les premiers soldats qui vont être équipés, ce n'est pas des soldats au front, parce que les soldats au front, ils ont leur tenue bien usée, tout ça. C'est pour les nouvelles recrues ou les services de l'arrière. Et vraiment, de manière vraiment marginale, on va commencer à voir apparaître ces soldats avec ce nouvel uniforme. Et ça frappe les contemporains, parce que c'est une vraie rupture avec les couleurs d'avant. Couleur bleue, rouge, clairement identifiée. Et là, ça suscite de la curiosité. Donc, on commence déjà à voir parler dans quelques articles de ci, de là, de ce nouvel uniforme dont on n'a pas forcément le nom, mais qui se distingue bien. Évidemment, la presse à l'époque, elle n'a pas intérêt à dire que c'est du mauvais matériel, tout ça, mais parce que la presse est contrôlée, évidemment, mais qui va donner les qualités de ce tissu-là, voilà, de cette nouvelle couleur-là. Vraiment, le terme de bleu horizon, on peut dire qu'il rentre dans la culture populaire, vraiment, à l'aide d'un des grands hebdomadaires de l'époque, qui était l'Illustration. Un article du 15 janvier 1915 qui fait... Ah oui, c'est hyper précis. Voilà, 15 janvier 1915, un article d'illustration où là, clairement, le terme de bleu horizon, qui a dû plaire, en fait, en même temps. Il y avait un côté, dans cet environnement très dur de la guerre, bleu horizon, il y a un peu de fantaisie, ça accompagne, en fait, le côté glorieux, le côté débrouillard du soldat français, le côté élégant, on va dire, au combat. Il y a cette notion-là. Hein. Alors, dans certains articles qui pointent, alors c'est plus ou moins du bourrage de crâne, mais qui disent, à longue distance, à 1200, 1500 mètres, ça se confond avec l'horizon. Donc, il y a vraiment cette notion-là, on n'arrive pas à les voir. Et puis, comme on n'a désormais qu'une seule couleur de la tête aux pieds, voilà, mine de rien, même si c'est pas la couleur la mieux camouflée, les Allemands avaient probablement une couleur qui était nettement mieux camouflé, vert de gris de leur côté. Mais quand même, c'était une rupture à l'œil par rapport finalement, ces deux couleurs très voyantes qu'il y avait sur les anciens uniformes. Là, on a l'impression que ça se fond, parce qu'en fait, l'uniforme étant d'une même couleur, ça fond toutes les différentes parties de l'uniforme dans une même entité. Donc, ça supprime les ruptures qui pouvaient apparaître dans l'ancienne silhouette, en fait, des fantassins. Ce qui est certain, c'est qu'à partir vraiment du 15 janvier, il y a vraiment cet article-là qui fait partir, et puis ça monte en puissance, en fait, dans les mois qui vont suivre. Et au mois d'avril 1915, pour dire tout le monde part de bleu horizon. Alors que le gouvernement de son côté dit laisse dire, trop tard, parce que réglementairement l'uniforme bleu clair a déjà un nom. Donc ça sera jamais son nom officiel. Bleu horizon restera toujours le nom populaire, le nom vernaculaire, mais absolument pas le nom officiel. C'est marrant. Pour valoriser cette fameuse nuance, et sans doute pour faire un peu oublier sa naissance liée aux pénuries, la presse va se démener pour lui trouver toutes les qualités. Le 13 décembre 1914, le journal de Roanne s'extasie sur le nouvel uniforme. C'est la fin du pantalon rouge, décidément trop visible pour la guerre moderne où il s'agit de se laisser voir le moins possible. Or, il paraît que le bleu clair, le bleu horizon, est moins visible que le gris poussiéreux de la tenue allemande. Il est en plus agréable à l'œil et répond mieux au caractère français. Que les soldats du Kaiser aient la couleur de la terre, voire même de la boue, c'est bien la couleur de leurs âmes. Mais les soldats de France, champions de la justice et de l'idéal, ont le droit de se vêtir d'azur. Mais cette insistance sur l'horizon est aussi une manière indirecte d'évoquer la défaite de 1870 face à la Prusse. Gambetta, à propos de la perte de l'Alsace-Lorraine, exhorte, je cite, « d'y penser toujours, n'en parler jamais ». La fameuse ligne bleue des Vosges est alors une métaphore connue de tous pour parler implicitement de cette défaite. La formule est née dans le testament de l'homme d'État Jules Ferry en 1893, qui regrettait ses Vosges natales passées sous domination allemande. En reprenant cette nuance bleu clair et cet imaginaire, l'uniforme bleu horizon se charge de toute une aura de revanche. Et les poilus, les principaux intéressés, qu'en pensent-ils ? Le caporal et écrivain Roland d'Orgelès apprécie d'avoir une nouvelle tenue sans être, je cite, « obligé de perdre son temps chez le tailleur ». Cet uniforme sera si présent dans ses souvenirs qu'il baptisera ensuite son récit de guerre « Bleu Horizon ». Quant à l'écrivain Blaise Cendrars, moqueur, il se souvient de toutes les tentatives d'uniforme précédant le Bleu Horizon, modifiées au gré des décisions du commandement militaire.
Jamais nous n'avions vu autant d'officiers supérieurs s'occuper de nous. Je ne sais pas pourquoi notre régiment fut spécialement choisi pour servir d'expérience à ces fantaisies vestimentaires. Seulement quel gâchis! Chaque fois que l'on changeait de tenue, on brûlait la précédente, même si elle n'avait été portée que 8 jours. Et quand, à la fin du printemps, tout le régiment fut uniformément habillé en tenue bleu horizon, le régiment fut versé dans la Légion et nous touchâmes l'uniforme kaki de la Légion d'Afrique, division marocaine. L'écrivain Jacques Meyer, quant à lui, relativise la couleur bleue du nouvel uniforme. Le bleu horizon de la tenue verdissait au soleil et prenait aussi bien le blanc de la craie champenoise que l'ocre de la boue universelle. De toute façon, tu sais, soldats français comme soldats allemands, comme les Anglais dans la partie du front, dans le Nord, dans les Flandres, et puis les Américains par la suite, ils avaient tous la couleur de boue en fait. En fait, c'est un peu ce que j'allais te demander, c'est-à-dire que là, la couleur est très jolie, mais j'imagine qu'après 3 heures dans les tranchées ou dans la boue, il n'y a pas cette couleur-là, quoi. Exactement, parce que de toute façon, tu te retrouves avec la couleur d'ocre de la boue. Enfin, donc très rapidement, c'est pas la meilleure couleur en termes de camouflage, mais de toute façon, j'ai envie de dire, ils étaient dans un environnement qui était tellement délétère. Ils composaient tellement avec le terrain. Le terrain les imprégnait tellement en fait que de toute façon. Quand ils étaient en Champagne, ils étaient tout blancs, les types. On le voit, même sur les photos noir et blanc, ça ressort. On voit que c'est très blanc, en fait, ça ressort. De la tête aux pieds, le casque aussi. Donc, j'ai envie de te dire que avec cette forme de guerre-là, où de toute façon on est caché, on est dans les trous d'obus, c'est le cas de Verdun, dans les réseaux de tranchées, sur l'autre partie du front, on est couleur boue. Donc, en soi, les nuances de couleur, c'est plus tellement un problème. Et d'ailleurs, ça te bariole naturellement. On sait que maintenant, dans les uniformes qu'on a, justement, faut casser les lignes, faut vraiment faire en sorte de casser les profondeurs, les effets de profondeur, en mettant des bandes horizontales, en les torsadant. Ça t'empêche de créer, finalement, de fixer des contours bien nets, en fait. Mais à l'époque, ça se faisait naturellement. Ils étaient, voilà. Et ils s'en seraient bien passés quand même. Tu m'étonnes. Donc les premiers uniformes qu'on a eus avec une rangée de boutons, c'était vraiment par le couturier Poiret, donc la capote Poiret qui est la capote qui est celle des soldats de Verdun encore en 1916. Puis après en 1916, on va avoir une deuxième version de l'uniforme avec 2 rangées de boutons. Bon, c'est des variantes dans le fond, mais simplement on va retrouver en effet ce manteau long, cette capote qu'ils ont, bleu horizon en tant que tel, avec des grands parements de part et d'autre. Ça descend jusqu'aux genoux à peu près, même un peu plus bas. Les genoux, en effet, ils rabattaient les pans de leur capote dessus parce que c'est rabattu complètement avec l'humidité, tout ça, la boue, ça alourdit ton uniforme. Donc c'est pour ça que tu as des boutons qui fixent derrière qui permettent de rabattre en fait une partie les pans de la capote. On va se retrouver avec une veste en dessous de ce manteau long, de cette capote là. Encore une fois, même couleur, on va voir. Il y avait aussi une cravate. Là, qui n'est pas présente, une cravate bleue aussi qui compte. Très chic. Très chic, ouais, pour la question de protéger aussi du froid la gorge. Et puis tu vas avoir le prolongement avec le pantalon. Tu vas avoir ce pantalon qui légèrement bouffant au niveau des cuisses, forcément, parce qu'on bouge beaucoup, il faut pouvoir avoir de la souplesse. Il faut qu'il soit un peu ample en tant que tel. Et puis il se prolonge par ces bandes moltières. Ces fameuses bandes moltières. Alors les bandes moltières, c'est pareil. On dit les bandes moltières, c'est long à mettre, c'est compliqué. Mais dans la guerre des tranchées où il n'était pas que les types aient de la boue jusqu'aux genoux, l'avantage c'est que quand ils pataugent avec les bandes moltières qui prolongent donc leur brodequin, c'est que quand ils levaient les pieds, les bottes, ils ne perdaient pas les brodequins dans la boue. Les Allemands avaient des bottes, alors c'est plus rapide à mettre, mais le problème c'est que quand tu as de la boue jusqu'au genou, tu lèves les jambes et il n'était pas rare que la botte elle reste aspirée dans la boue. Voilà. Donc voilà, en fait, on a cette silhouette en fait unie. Quand on voit le descriptif en tant que tel, il n'y a pas de rupture dans la silhouette du soldat. Alors il manque le brelage par-dessus, parce que là, on a un uniforme, il n'y a que le tissu. Il faut imaginer dessus, tu as le ceinturon, tu as les bretelles de suspension, tu as les cartouchières, tout ça. Là, ce que tu as, ils ont un bonnet de police. C'est un bonnet en fait de repos. Ça, ils portaient ça à l'arrière. Parce que au début de la guerre, en effet, dans le premier uniforme qu'on avait, l'uniforme modèle 1877, qui était gris de fer bleuté avec le pantalon Garance, ils avaient un képi qui était rouge. Donc c'était, mais avant une belle cible. Ouais, mais avant la guerre, ils avaient mis un manchon, c'est-à-dire une pièce de tissu bleu par-dessus. Bon. Alors c'est moins voyant, mais ça protège de rien, c'était le problème. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 1915, dans un premier temps, pas de casque. Le casque va apparaître vraiment, il va être distribué à l'ensemble de le casque en tôle d'acier, qu'on aura au général Adrien, que tu vois là, tu vois avec les déclinaisons en fonction des armes, infanterie, artillerie, génie.
Mais ils avaient un képi bleu, en effet, un bleu horizon lui-même, qui complétait l'ensemble de la tenue. Et le problème, c'est que les képis, ça ne protège que du soleil, que des coups de soleil. Donc on avait doté les armées de casques en tôle d'acier parce que ça n'arrête pas les balles. C'est toujours le cas à l'heure actuelle. Les balles passent à travers une balle de Kalachnikov, n'importe quel casque au monde, elle traverse. Simplement, c'était pour pas protéger des balles, mais c'était pour se protéger. Tu sais, quand il y avait des bombardements au sol, ça projetait plein de sortes de débris, de cailloux, de pierres. Et au début de la guerre, les soldats avec leur képi, beaucoup ont été mortellement atteints par ces chutes de pierres ou ces débris. Donc ça protège de ça, le casque. C'est pour ça que tu les vois, sur la bombe, il est bosselé. Tu vois tous les impacts, en fait. Là, c'est encore plus voyant sur celui-ci. Tu vois un impact, tu vois, par-dessus, tu vois, c'est gondolé. Donc, c'est que ce soldat-là, à un moment donné, sur son casque, une pierre est tombée. Et ça, le casque protège bien de ça. C'est vrai qu'on a eu un nombre de blessés par balle, évidemment, de blessés à la tête, qui a diminué avec cette protection-là. Mais bon, ne soyons pas dupes, ça n'arrête pas les balles, ça n'arrête pas les éclats à grande vitesse. Mais voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour garder le côté uni de l'uniforme, le casque aussi est bleu. Le casque, en effet. Alors le casque, il y a aussi un problème avec lequel il faut composer. Tout ça, c'est de l'empirisme sanglant. Ils se sont rendus compte que le casque, c'est bien, mais de mettre un casque métallique, quand il y a du soleil, ça fait un reflet. Alors ceux qui sont en face, ils voient très bien où il faut taper. Donc il a fallu changer les nuances de couleurs. Il va y avoir des housses. Sur certains nombre de casques, ils mettront une housse dessus ou ils montrent tout simplement de la terre. Avec le problème de la terre, c'est que si tu es blessé avec une balle rentre, tu vas faire rentrer évidemment de la terre dans ta blessure. Donc voilà, tout ça, au fur et à mesure, on tâtonne. Tu comprends bien que c'est la guerre, que ce soit du côté des Alliés ou des empires centraux, il a fallu composer avec la réalité du combat, avec la réalité économique, avec les matières dont on pouvait disposer, et par l'expérience acquise. Oui, parce que c'était complètement inédit ce qui était en train de se passer. C'est une guerre qui est totalement inédite. C'était des guerres industrielles, tu en as eu déjà auparavant. La guerre de sécession, c'est déjà aux États-Unis une guerre industrielle, mais on n'a pas on va dire, entre-temps, il y a une telle puissance de feu, on n'a pas les capacités de production industrielle ont été démultipliées, les armements étaient bien plus meurtriers, puis on va produire dans des quantités totalement inédites. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours la parade par rapport à ce que présente l'autre. Et donc c'est de l'empirisme sanglant. Très rapidement, ça force à s'adapter. Tu vois, quand tu es dans une situation dangereuse de crise, très vite, tu adoptes des réflexes de survie. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a essayé tant que faire se peut le plus rapidement possible d'adapter l'équipement et donc l'uniforme des bonhommes en fonction de l'expérience terrible à laquelle ils étaient confrontés. On va essayer de se mettre dans un endroit un peu plus calme pour pas avoir le son de la vidéo qui nous explique Verdun. Qui explique le déroulement de la bataille. Le déroulement de la bataille. Est-ce qu'il y a un endroit un petit peu plus calme, peut-être à l'étage, sur le banc? Oui, c'est toujours, on peut aller sur. Oui, parce que là on va se mettre un peu à l'étage. Ouais, on fait ça? Ouais. Le temps de monter à l'étage dans un recoin plus calme, rappelons brièvement qui est Paul Poiret. Né en 1879, c'est l'un des couturiers français les plus importants du début du XXe siècle. Il marque son époque avec des tenues inspirées d'un Orient fantasmé, dont le manteau kimono et le pantalon à la turque. Si vous avez vu Downton Abbey, Lady Sibyl en arbore un sublime exemple qui est très très bleu d'ailleurs. Avec la couturière Madeleine Vionnet, il est aussi l'un des premiers créateurs soucieux de libérer la taille des élégantes du port du corset. C'est donc cet illustre représentant du chic à la française que l'on sollicite pour dessiner, dans l'urgence, le nouvel uniforme des poilus. Le couturier doit répondre à un cahier des charges assez contraignant. La coupe droite et l'unique rangée de boutons sont surtout pensés pour faire des économies. Des choix qui ne résistent pas à la réalité du champ de bataille. Dans ses souvenirs de guerre, le soldat Marius Malavial ne mâche pas ses mots. Non alors, c'est vous la fameuse tenue ? Pantalon de cheval avec bande moltière laissant la jambe à nu, veste taillée à la hâte sans aucune forme ? Quant à la capote, une honte, col sans forme, aucune martingale, tissu léger et poche de dimension démesurée pour le logement des grenades qu'on laissera au vestiaire ? La France a doté ses enfants d'une nouvelle tenue, c'est la presse qui en fait des éloges, mais au front, ce sont des cris d'indignation qui accueillent cette nouvelle. Alors, j'avais lu que l'uniforme de Poiret, il était effectivement très élégant, coupe droite, tout ça, mais qu'il n'était pas très pratique. Le couturier, il a mis sa patte, forcément. Donc, le côté élégant est pleinement assumé. À côté, encore une fois, ils n'ont pas eu des années à réfléchir sur... je ne prends pas la défense de la maison Poiret, n'est-ce pas ? Mais ils n'ont pas eu des années. Donc, tout de suite, la commande était de passer vite. La coupe a plu parce qu'elle répondait aux demandes donc, du ministère de la Guerre.
Mais à côté, en effet, force est de constater que il a fallu, on manquait de poche pour pouvoir mettre des effets particuliers, pour pouvoir mettre des cartouches complémentaires, pour pouvoir mettre de l'équipement en plus. Donc on a tâtonné en fait. Quand tu vois les photos d'époque, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de bricolage, quoi. Il y a beaucoup d'empirisme. On fait comme on peut. Et l'inconvénient qu'on peut avoir avec la capote poirée, c'est que tu as une seule rangée de boutons. Donc quand il pleut et tout ça, l'eau peut rentrer assez facilement. Tandis que quand on va adopter en 1916 la double rangée de boutons, voilà, au moins ça te protège complètement le torse et l'eau rentre moins. Donc c'est pour te dire encore une fois qu'on est dans des situations où il faut trouver vite une solution à un problème qui est posé. Donc ils mettent leur savoir-faire en place et forcément c'est pareil pour l'armement, c'est pareil pour un domaine qui m'intéresse beaucoup comme l'aviation, c'est pareil, tu tâtonnes. Tu développes des modèles, puis finalement tu te rends compte qu'ils sont dangereux, donc tu les retires, mais entre-temps, tu as quand même acquis l'expérience du modèle qui est dangereux. Voilà, on est dans une réalité où on veut toujours prendre de vitesse l'adversaire, on veut toujours avoir finalement l'équipement qui va permettre de dépasser celui de l'ennemi. On est à flux tendu, il faut s'en rendre compte, quoi. Ils n'ont pas le temps on n'a pas le temps de se poser, dire stop, parce que la guerre ne s'arrête jamais. C'est ça aussi la particularité de la Première Guerre mondiale, ce front continu. Donc c'est un bras de fer continu en fait. C'est pas comme les guerres d'antan où on a des batailles, les armées pouvaient reprendre de la distance sur des dizaines de kilomètres, remanœuvrer et autre chose. Là, on a ce duel à mort qui est continu, voilà. Et donc il faut de manière permanente trouver toujours les solutions aux problèmes qui sont posés par la guerre de tranchées. Les uniformes, à l'époque, ils étaient pas, ce qu'on peut dire, ils étaient pas ergonomiques comme maintenant, confortables comme maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on va faire passer l'air, on va avoir des tissus qui sont plus souples. Là, c'est du drap de laine, c'est épais. Donc c'est vrai, quand il fait froid, c'est bien. Mais quand il fait chaud, je te garantis que c'est vraiment très embêtant à porter. Et puis, il racontait, c'est qu'avec la pluie, ils s'alourdissent. Avec la boue qui se colle au pan, en fait, de la capote ou sur les jambes, les pantalons, tout ça, ce qui fait que tu emportes, ça colle à l'uniforme, et puis après ça va sécher. Il racontait derrière, il fallait gratter, parce que le problème, en plus, qui était agaçant, c'est qu'une fois qu'il revenait des premières lignes en zone de repos, il fallait faire en sorte il y avait des revues d'inspection, donc il était obligé de nettoyer ces uniformes, ça pouvait les gonfler, ça, parce qu'il fallait, voilà. Il y a ça, il disait qu'en fait aussi, ils étaient tellement fatigués quand ils montaient au front ou quand ils en redescendaient, parce qu'il y a un stress en montant, puis une très grande fatigue quand on redescend. C'est que la tête penchée en avant, tu vois, et quand il pleuvait, il y avait l'eau qui ruisselait sur leur casque, et puis comme ils avaient la tête baissée, l'eau ruisselait le long de la nuquière, et elle coulait en fait dans le col derrière. Et donc ça faisait que l'eau descendait tout le long de leur dos, comme ça. Voilà. Très désagréable. Très désagréable. Donc voilà, tu vois, c'est des uniformes qui sont ils sont faits pour des hommes, et ça a été le cas, qui avaient à se battre en extérieur, tu vois, quelles que soient les conditions météorologiques. Mais bon, dès qu'on se retrouve, il y a forcément aussi adapté soit les uniformes, au bout de certain temps, forcément, tu te retrouves face à des contraintes qui font que ça devient très pénible finalement à porter, très pénible à porter. Est-ce qu'il y a des traces dans les lettres, dans les chansons, dans les films, que sais-je, où vraiment on voit que cet uniforme-là, il a eu un impact dans la culture populaire ? Voilà, il y a des écrits, dans les chansons, tu vas avoir, ça fait pas rien que dans l'illustration, dans les nombreuses illustrés que tu vas avoir, les dessins, l'iconographie, forcément, c'est la silhouette de celui qui est devenu le poilu. Donc, parce qu'on est passé du piou-piou au poilu, l'uniforme bleu horizon va imprégner la culture. Et d'ailleurs, maintenant, avec le recul, même si ça se perd, le temps avance, évidemment, on va approcher le 110e anniversaire de la Première Guerre mondiale l'année prochaine. Ouais, t'aurais posé la question là, il y a encore, tu vois, une vingtaine, trentaine d'années. La guerre de 14, c'est le poilu. Et le poilu, il est comment ? Avec son cascadrian, et il est bleu. Voilà. Bleu, c'est aussi la couleur associée aux toutes jeunes recrues, rapidement surnommées les bleuets. Un sobriquet qui viendrait rappeler leur inexpérience, être un bleu, mais qui serait aussi une évocation amusée de leur uniforme bleu horizon flambant neuf, encore immaculé, contrastant avec les tenues boueuses et usées des soldats plus expérimentés. Ces jeunes bleuets, on les retrouve dans des chansons et des poèmes de propagande, comme celui qu'un certain Alphonse Bourgoin publie en 1916. Les voici, les petits bleuets couleur des cieux, ils vont jolis, gais et coquets, car ils n'ont pas froid aux yeux. Alors, jolis, gais et coquets, ces jeunes hommes ne le sont probablement pas restés longtemps. Et si le terme de bleuet a depuis été un peu oublié,
Celui de poilu, lui, est resté. Le terme de poilu, il y a une incompréhension. C'est qu'on a dit, forcément, au front, ils pouvaient pas se raser, tout ça, ils avaient des poils partout, ils étaient barbus. Non, ils ont plutôt intérêt à bien se raser et pas avoir forcément des barbes très longues parce qu'il faut pouvoir mettre son masque à gaz très rapidement. Donc déjà, c'est une chose qui fait que, mais bon, des fois, ça n'empêchait pas d'avoir la barbe. Non, poilu, ça renvoie à l'homme viril, c'est pas compliqué, c'est un terme qui est bien antérieur à la Première Guerre mondiale. Voilà, le poilu, dans la perception de la société de l'époque, tu vois, les hommes font preuve de leur force virile pour défendre leur patrie, défendre leurs femmes, défendre leurs enfants, défendre leur territoire. Et donc derrière, l'arrière, vante les mérites des hommes forts, des hommes virils, qui tiennent au front et qui sont donc les poilus. C'est un terme qui est bien antérieur à la Première Guerre mondiale. Hein. Les termes des récits du XIXe siècle, on parle déjà de poilus, mais ça n'est pas associé aux soldats de l'armée, c'est associé aux hommes virils. Voilà, c'est ça. Merci d'avoir éclairci ce point. Donc là, on est à l'intérieur du mémorial de Verdun. Peut-être que tu en diras un mot rapidement sur l'origine du mémorial, mais qui a été créé en partie avec des objets légués par des anciens combattants et des familles d'anciens combattants. Donc j'imagine que l'uniforme qu'on vient de voir, c'est un don aussi. Est-ce que vous en avez beaucoup des uniformes? Comment ça arrive dans les réserves? Alors, voilà, le mémorial de Verdun, qui a été donc créé en 1967 par la volonté des anciens combattants, c'est eux qui l'ont créé eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se sont mobilisés en association. C'est un projet qui a mûri longuement et dont il était impératif qu'il soit vraiment réalisé avant qu'il disparaisse complètement. C'est-à-dire qu'ils voulaient laisser derrière eux un musée qui puisse faire comprendre ce qu'ils avaient vécu, leur jeunesse, et qu'on se rappelle de leurs camarades surtout qui étaient morts jeunes, avec pour les anciens un sentiment d'ailleurs de culpabilité, de se dire, ils avaient le syndrome du survivant, ils n'étaient pas identifiés comme tels, mais ils étaient frappés de ça, avec ce sentiment de culpabilité quand même. Alors pour répondre à ta question sur les collections, la particularité du mémorial de Verdun, c'est que l'immense majorité des objets que nous avons exposés ou qui sont en réserve sont des objets qui ont été donnés par les anciens combattants. C'est-à-dire qu'on est dans les années 60 et donc ils tiennent à apporter leur pierre à l'édifice commun. Alors le problème qu'on a par rapport aux uniformes, c'est que les uniformes, quand la guerre s'est terminée, sont repartis avec. Et comme beaucoup étaient des ruraux, ils l'ont porté l'uniforme. T'imagines, c'était pratique, ils avaient cette capote, ce manteau long, donc en laine, ça tient chaud. Donc imagine après la guerre, dans leur champ, avec par-dessus leurs vêtements civils, cette capote-là, qui va subir un hiver, 2 hivers, 3 hivers, les 4 soleils d'un été, ça va s'user en fait. Ce qui fait qu'on n'est pas riche en uniforme. Parce que ça n'a pas été forcément conservé. Les seuls qui conservaient leurs uniformes et qui souvent les ont réajustés à leur taille, c'est les officiers. Que là, ça faisait partie, tu vois, du décorum, ça faisait partie bien de leur carrière, voilà. Et puis ils avaient des moyens aussi de les conserver, de les entretenir et tout ça. Donc des uniformes d'officiers, oui, on va en avoir. D'ailleurs, c'est pas comme le Verdun, de manière générale, tu vas trouver plus facilement, je veux dire, des uniformes d'officiers que de soldats. Ce qui fait que maintenant, on n'en a pas beaucoup. Alors, celui qu'on t'a présenté, c'est probablement un don, ou alors, tu sais, des fois, il y a eu des institutions qui ont fait aussi des dons, l'armée à un certain moment donné, ou des collectionneurs, tu vois, par la suite, qui ont donné. Mais de l'uniforme, tu vois, porté par les soldats à l'époque, c'est assez compliqué, parce que, encore une fois, ça a été réutilisé après la guerre, et donc usé. Et le bleu, il se conserve bien justement, ou au contraire, c'est un bleu qui va avoir tendance à passer à la lumière ou ce genre de choses? Tout dépend des conditions de conservation. Toujours pareil, si tu as bien mis ça dans une armoire avec de la lavande bien pliée comme il faut, aucun problème. Mais s'il est exposé au soleil, tout ça, il ternit forcément, il va s'affadir, Puis il y a d'autres ennemis, il y a les mites. C'est aussi bête que ça, les conditions, les insectes qui vont s'en prendre au tissu. Donc, c'est assez difficile de trouver de l'uniforme en tissu d'époque vraiment. C'est pour ça que, alors, ceux qu'on expose, nous, ici, ce sont que des vrais uniformes, mais on en recherche également, hein, sache-le. C'est des choses dans les ventes aux enchères ou des ventes auprès de collectionneurs. Mais c'est pas forcément facile. Donc, si jamais des auditeurs et des auditrices ont des uniformes bleu horizon de la Première Guerre mondiale, ils peuvent s'adresser au mémorial de Verdun. Ils peuvent nous les donner. Ils auront une carte d'adhérent. Mais je pense que pour les gens qui ne connaissent pas ça, ils ne savent pas forcément. Mais pour les connaisseurs, les collectionneurs qui ont l'œil là-dessus, ils le savent très bien. C'est quelque chose d'avoir un uniforme nickel, c'est très compliqué. On est sur le champ de bataille de Verdun. C'est vraiment le lieu pour comprendre cette guerre. Oui, en fait, là, c'est une guerre mondiale. Faut pas l'oublier. Donc c'est une guerre. C'est pas rien. C'est que ça a concerné le monde entier. Les combats les plus violents, les plus intenses ont indubitablement eu lieu en France et en Belgique, sur le front de l'Ouest.
Mais la particularité que l'on a et qui fait la force maintenant de ce site, c'est qu'il a été sanctuarisé. Le champ de bataille a été sanctuarisé, il a été conservé. Les anciens combattants avaient voulu conserver ce champ de bataille dans le cadre de cette grande bataille défensive dans laquelle les Français avaient défendu à travers Verdun finalement la France dans son entièreté. C'était la bataille du droit de la justice pour les Français. Donc il fallait vraiment la sanctuariser. Et donc on l'a laissé en l'état, c'était un choix, on a décidé. On a planté après des arbres, 36 millions d'arbres à la fin des années 20 parce que les friches recouvraient tout le champ de bataille et c'était très compliqué à gérer. Oui, parce qu'en fait, c'est très surprenant la première fois qu'on vient à Verdun. C'est une magnifique forêt, très dense, très très belle en automne. Et c'est complètement inconstructible puisque dès qu'on creuse, on tombe sur des restes d'obus ou sur des restes de soldats. Oui, tu peux toujours reconstruire. Simplement ici, vraiment l'idée, c'était vraiment de conserver. Comme je te dis, l'idée c'est que non, Verdun, on sanctuarise, on garde. Donc il y a cette forêt qui recouvre ce champ de bataille désormais, mais il faut pas se tromper. C'est-à-dire que sous cette forêt, on a le terrain qui est resté dans la dévastation de la Première Guerre mondiale. C'est ça qui fait la force de ce site, qu'en fait un site unique en fait. Là, on a quasiment l'intégralité de ce champ de bataille qui a été conservé. Et le mémorial, en fait, c'est la porte d'entrée de cet espace-là. Cet espace-là, il n'y avait pas besoin, tu vois, dans les années 20, 30, de l'expliquer en tant que tel, parce que les anciens venaient. Ils amenaient les forts de Daumont et de Vaux, on se servit. Voilà, ils faisaient ce travail. Et puis les forts qui étaient là, qui étaient déjà présents, étaient les premiers musées, en fait. Il y avait des objets dedans, tout ça, c'était ces supports. Puis il y avait l'ossuaire qui a été construit aussi, inauguré en 1932. Donc il y avait tout ça, mais voilà, encore une fois, le temps avançant, les gens vieillissant, les anciens en plus avec le souvenir de la Première Guerre mondiale qui a été basculé à l'arrière-plan par la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a eu de nouveaux anciens combattants qui sont apparus. Eh bien, l'idée, c'était avant de partir, comme je t'ai dit tout à l'heure, de construire cette porte d'entrée du champ de bataille. C'est pour qu'on se rappelle des soldats qui étaient passés là, mais en même temps, deuxième jambe, faire comprendre, parce qu'il y a deux jambes, en fait, on est mémorial, lieu de mémoire, on perpétue cette mémoire, et lieu de compréhension, c'est-à-dire scientifique. Pour comprendre le champ de bataille, il faut commencer par le mémorial, parce qu'en fait, il y a les explications, la remise en contexte, il y a ces images très fortes, il y a ces objets très forts qui nous touchent, il y a ces enregistrements sonores qui sont derrière nous. Dont on profite aussi. Voilà, qui te polluent peut-être l'enregistrement. Non, mais ça participe à l'ambiance, voilà. C'est très immersif. Et donc, c'est ça qui fait cette force, c'est d'avoir ce mémorial qui va te permettre de comprendre l'environnement qui t'entoure. Et ensuite, c'est une invitation à aller sur cet environnement qui t'entoure. Et on perpétue là ce que faisaient les anciens combattants en emmenant leurs proches ou leurs amis. Vous respectez aussi c'est cette volonté d'avoir un discours humaniste, pacifiste, parce que c'était aussi ça l'idée des anciens combattants. Les anciens combattants, bien sûr, c'est un espace qui était un appel, et c'est tout le sens du discours inaugural du mémorial, que les nouvelles générations puissent ici s'inspirer de ce qui s'était passé pour ne pas connaître ou perpétrer des erreurs qui amèneraient finalement à connaître ça à nouveau. Et donc à nous de perpétuer ce souvenir-là en portant en premier lieu vraiment ce message d'humanisme derrière. Ma dernière question, Nicolas. Oui. Quel est ton bleu préféré ? Le bleu, le bleu c'est ma couleur favorite. C'est pas fait exprès, c'est pas parce que tu m'interroges aujourd'hui. Le bleu c'est ma couleur favorite parce que pour moi le bleu c'est l'espoir, c'est le ciel bleu, je sais pas, pour moi c'est de l'optimisme le bleu. C'est aller vers des situations qui s'améliorent, c'est aller vers de nouveaux horizons, sans faire de jeu de mots, ce que je dis tout à l'heure. C'est un peu ça le bleu, c'est moins agressif que le vert. Tu trouves le vert agressif ? Oui, tu as la fertilité, mais le vert a quelque chose de sournois. Je ne sais pas, tu n'as pas le bleu. Le jaune est douteux, je ne vais pas toutes les énumérer, mais je trouve que le bleu, je ne lui trouve pas de défaut. Je ne lui trouve pas de défaut. Je ne vois que le côté optimiste dans le bleu. Donc pas une nuance en particulier, mais le bleu en général ? Ah, le bleu en général, ouais. Je suis pas sectaire du bleu. Je prends le bleu dans l'intégralité de son spectre, si tu veux. Tu sais, comme je travaille là, forcément, et après tout ce que je t'ai dit, le bleu, c'est la couleur des poilus. Ça renvoie à cette période de l'histoire à laquelle je consacre ma vie entière. Pour moi, ça converge, ça corrobore, ça me va bien. Mais avant tout, c'est l'ouverture vers l'autre, c'est l'ouverture vers l'autre horizon, et c'est une couleur d'humanisme bleu. Et c'est sur ces considérations chromatiques que s'achève notre rencontre du jour avec le bleu horizon. Vous venez d'écouter Culture Bleue, un podcast écrit et réalisé par Delphine Pérezan-Roudil avec des musiques de Théo Boulanger. Je remercie chaleureusement mon invité, Nicolas Zubac, ainsi que toute la formidable équipe du Mémorial de Verdun Champ de Bataille.
Un merci tout particulier à Nicolas Barré, son directeur, qui m'a généreusement accueilli au mémorial, et à Quentin Poulet pour ses précieuses recherches documentaires. Si vous souhaitez prolonger cette rencontre avec le Bleu Horizon, vous trouverez des liens et des ressources complémentaires dans la description de l'épisode. Et parce que le bleu est partout, qu'il se regarde, s'écoute, se touche et se goûte aussi, nous partirons la prochaine fois à la rencontre d'un autre bleu. Indice, on peut boire la tasse si on le regarde d'un peu trop près.